On va faire un petit suivi de culture sur la parcelle et comme ça permet de voir un petit peu comment les cultures se sont comportées là en un mois, puisque le dernier suivi de culture datait du 27 mai. Et avant de démarrer, je précise un petit peu ce qu'il s'est passé au niveau de la pluviométrie. Donc nous avons eu en tout et pour tout 24 mm en un mois. C'est pas énorme à cette période-là, c'est un moment où les plantes ont besoin de beaucoup d'eau. Et en plus, ces 24 mm, ils ont été répartis sur 5 pluies. La plus grosse pluie qu'on a eue, elle a fait 10 mm. Et en plus, ces pluies, elles ont été entrecoupées par des périodes assez ensoleillées, assez sèches. Donc voilà, c'était pas vraiment 24 mm utile, on va dire. Et par exemple, lorsque nous, on a eu 10 mm de pluie ici, donc la plus grosse pluie qu'on a eue depuis un mois, à 10 km d'ici, ils ont eu 40 mm. Donc ça fait du bien aux cultures. Ça, c'est une vraie pluie. Mais nous, ici, on est un petit peu dans le sec. Mais malgré tout, je précise que comme la parcelle, elle est située dans un endroit où le sol est profond, on s'en sort quand même pas mal, hein. On ne va pas se plaindre. Et là, la dernière pluie qu'on a eue, c'était avant-hier, on a eu 4 mm, donc il reste encore des petites flaques sur les bâches. Mais voilà, comme ça vous avez un petit peu l'historique. Donc les courges, ça se passe bien. Alors comme je vous l'avais dit la dernière fois, elles ont bénéficié de 3 arrosages. Donc à chaque fois, c'est un demi-arrosoir par pied. Donc ce sont des arrosoirs de 10 litres. Et là, je ne les arrose plus. C'est bon, hein, elles vont se débrouiller avec l'humidité qui reste dans le sol et sous la bâche. Et la seule chose à faire à partir de maintenant, c'est de guider en fait les tiges. Hein, par exemple, cette tige là, je l'ai guidée, mais ce matin, elle était plutôt comme ça. Voilà, donc là, forcément, elle va venir dans l'herbe. Et l'idée, c'est d'abord, avant qu'elle quitte la bâche, eh bien, vraiment qu'elle occupe tout l'espace. Donc, simplement guider les tiges. Ici, on voit que ça a été fait. Et nous, on ne taille pas les courges ici, mais en fait, elles seront taillées simplement au moment où elles occuperont toute la bâche et qu'elles voudront venir dans l'herbe ou venir dans les cultures. À ce moment-là, simplement, on les coupe. Hein. Ce n'est pas vraiment de la taille, c'est simplement pour les contenir sur la bâche. Alors les patates, c'est la culture qui a souffert le plus du sec. Elle n'a pas fait un grand développement foliaire. On n'a pas le sol qui est aussi couvert qu'il devrait l'être, notamment Charlotte et Juliette là, qui ont un petit peu souffert. On a aussi les charpeaux qui se retrouvent cette année sur la partie, eh bien on le voit déjà, la plus ombragée le matin, c'est pas génial, mais aussi au niveau du sol, c'est ici que c'est le plus superficiel en fait. Hein. Le terrain, plus on va à gauche, plus c'est superficiel, et plus on vient vers la caméra, et plus c'est superficiel. Du coup là, la ligne de charpeau est vraiment sur la partie la plus superficielle du jardin, donc le développement n'est pas énorme. Hein. Finalement, les désirées pour l'instant sont plus grandes que les charpeaux. Mais bon, ça c'est pas grave. On aura quand même de la pomme de terre, pas de problème. Alors typiquement la pomme de terre, comme j'ai toujours eu des jardins au nord de la Loire, je n'ai jamais arrosé des pommes de terre. Et vous voyez, une année comme celle-là, sur justement la partie la plus superficielle du terrain, ça aurait peut-être valu le coup d'irriguer un petit peu. Mais le problème, c'est qu'avec la pomme de terre, eh bien, moi je ne peux irriguer que par aspersion. Et j'ai toujours un petit peu peur de mettre un mildiou précoce en fait. Et si on a un mildiou précoce qui arrive, là par contre la récolte c'est très compliqué. Je préfère avoir une récolte un petit peu moins grande à cause du sec plutôt que de détruire ma parcelle avec du mildiou. Donc voilà, ça n'a pas été irrigué, mais bon, à voir pour les années futures. Alors le maïs, lui, comme vous pouvez le voir, il est déjà en fleurs, donc pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. C'est une variété hyper précoce, hein, c'est tout l'objectif, c'est de pouvoir récolter du grain sec le plus tôt possible, hein, puisque là on est quand même en Bretagne et parfois on peut avoir des fins de saison un peu compliquées et du coup ça évite d'avoir à sécher le maïs comme on le faisait avec la variété tardive devant le poêle à bois, etc. Éventuellement avoir parfois des épis qui germent sur pied parce que la fin de saison c'est humide et puis ici nous sommes dans un fond de vallée, donc en fin de saison on peut avoir des brumes, des choses comme ça, on a de l'humidité qui reste un petit peu. Et par exemple l'année dernière, ce maïs là, alors c'était une année un petit peu particulière et puis le maïs avait été semé en plus 15 jours plus tôt, mais il avait été récolté fin août. Donc ça c'est pas mal de pouvoir récolter un maïs sec fin août, c'est vraiment intéressant et derrière ça libère la parcelle également plus tôt, ce qui permet d'avoir plus de choix dans les espèces qu'on va venir implanter derrière. Si on veut mettre encore de la navette fourragère par exemple, on peut. Alors qu'avec le maïs qu'on faisait avant,
qui avait un fort développement, qu'on avait déjà vu, ça pouvait arriver certaines années que la récolte se fasse fin octobre. Et à fin octobre, on est très limité dans le choix des couverts végétaux qu'on veut implanter. Donc ça aussi, c'est un objectif voilà, de cultiver ce maïs très précoce, c'est de libérer la parcelle plus tôt. Alors là-bas, on voit les tournesols. Donc les tournesols, pour le coup, je pense qu'ils sont trop grands. Enfin, c'est même pas je pense, c'est qu'ils sont trop grands puisqu'ils font plus de 2 mètres. Et là, ça ne m'intéresse pas puisque nous, ici, on a un problème d'oiseaux, hein, comme vous pouvez le savoir. Et sur le tournesol, alors là, c'est du 100% quasiment. Certaines années, ils peuvent tout prendre avant la récolte. Donc, si je veux vraiment cultiver du tournesol, il me faut un tournesol plus bas, un petit peu comme le pied de maïs qui est là. Voilà, cette hauteur-là, c'est pas mal, ça m'arrive à peu près au menton. Et ça permet derrière de venir poser des filets. Alors que là, pour mettre des filets à plus de 2 mètres de haut, donc il faut imaginer une grande parcelle, hein. Là, c'était juste une ligne pour essayer. Mais imaginez une ligne de 30 mètres sur 3 mètres de large. Après, pour venir mettre un filet là-dessus, c'est compliqué. Et, donc, non, ça ne va pas. Cette variété-là est trop haute. Ça, c'était la variété Helena. Voilà, comme ça, vous savez que la variété Helena, eh bien, elle peut monter à plus de 2 mètres. Donc là, on a les mogettes. Alors, on ira les voir plus bas, hein. Là, c'est juste la ligne qui remonte jusqu'ici. Donc, les échalotes, on voit qu'elles souffrent un petit peu du manque d'eau aussi, hein, puisque le système racinaire de ces plantes-là, c'est pas très profond. Et donc, oui, ça souffre du manque d'eau. Mais malgré tout, on a quand même déjà du beau calibre. Donc, pas de problème. Voilà, là, ici, on a une variété blanche. Donc on aura une belle récolte, mais voilà, clairement il y a un petit manque d'eau. Les oignons, bon, c'est un petit peu le même problème, hein. On voit qu'il y a un manque d'eau, là le bout des feuilles ça sèche quand même, mais de la même manière on a déjà des beaux calibres, hein. Bon, là il y en a un très gros, c'est pas vraiment représentatif de la parcelle, mais celui-là par exemple il est assez représentatif de la parcelle. Donc voilà, ça va bien. Alors ici on a les oignons semences, donc ça y est, c'est en fleurs. Enfin, ça commence à fleurir. Donc on voit les butineurs qui sont là. Ici, on avait la parcelle d'ail. Donc on voit que j'ai remis du millet. Hein, c'est le seul truc qui peut germer en ce moment, c'est du millet, quoi. Donc j'ai remis du millet et puis ça permettra de couvrir la parcelle. Voilà, là il a été récolté il y a un peu moins d'une semaine. Et la vidéo arrive d'ailleurs. Et voilà, donc le sol il est couvert derrière, c'est très bien. Il n'est pas encore tout à fait sec, du coup je n'ai pas encore terminé la vidéo, mais vous allez avoir une vidéo complète sur la culture de l'ail de A à Z, de la plantation jusqu'à la mise en stockage. Alors les tomates, mis à part celle-là qu'il faut retutorer, ça se passe bien. Voilà, les tomates se forment. Donc là pour l'instant je ne peux rien dire, hein, vis-à-vis du mildiou. Vous savez, c'est une variété que j'essaye de stabiliser, une variété réellement résistante au mildiou. Bon, à voir si ce sera le cas, puisque l'année dernière, je n'ai pas pu vérifier si le plan que j'ai sélectionné était résistant au mildiou. Hein, donc l'année dernière, j'ai simplement fait une sélection au niveau gustatif. J'ai pris la meilleure tomate, et puis cette année, je l'ai ressemée. Et puis si c'est résistant au mildiou, eh ben, tant mieux, on va continuer de sélectionner. Et puis si c'est pas résistant au mildiou, eh bien, on repartira en génération F2. Alors le blé, le voilà. Donc on peut voir que certaines variétés ont versé. Alors tout n'a pas versé, vous voyez la partie droite de la parcelle n'a pas versé, mais ici on voit que ça a versé et ça s'est couché sur la variété voisine qui, elle, n'a pas versé. Même si tout n'a pas versé, il faut imaginer que si je fais 200 mètres carrés de blé, j'ai pas envie d'avoir des parties de blé versées en fait, hein. C'est vraiment chiant après à récolter. Donc ici par exemple on a un blé qui n'a pas versé. Donc à voir ce que ça donne à la récolte. Donc ça fait des épis un petit peu rouges. Ici on a également un blé qui a versé. On le voit d'ailleurs, il est complètement écrasé sur le filet. On voit les tiges ici qui partent vers la gauche. Donc là si j'enlève le filet, on a une partie qui tombe par terre. Pareil, cette variété-là ne sera pas sélectionnée. Donc voilà, ça faisait des beaux épis. Ici on a ce qu'on appelle un blé hérisson. Alors pareil, hein, ça a un petit peu versé.
On ne le voit pas, mais c'est le filet qui retient le blé. Et puis de toute façon, c'est un blé qui est à 2 mètres. Et je n'ai vraiment pas envie de m'amuser à récolter des gerbes de 2 mètres de haut. Donc je ne le sélectionnerai pas. Voilà, c'est un blé un petit peu particulier. C'est ce qu'on appelle donc les blés hérissons. Ici, on a un blé qui a versé. Pareil, il est retenu là en partie par le filet. Donc c'est pas flagrant, hein. Un blé versé, normalement, c'est tout le carré qui est complètement couché. Mais voilà, encore une fois, si j'en fais une parcelle et que ça commence à se coucher quelque part et que les tiges sont souples, hein, sur cette variété-là, voilà, on peut avoir la moitié de la parcelle couchée. Et donc, je n'ai pas envie de ça. Bon, ici, ça n'a pas versé, c'est normal, c'est un blé poulard. Ça, c'était simplement pour le plaisir. Mais ce n'est pas vraiment un blé qui m'intéresse pour semer, déjà parce qu'il a des barbes. Et puis quand vous faites le battage de ce truc-là à la main, c'est chiant, ça vole partout, ça gratte de partout. Et contrairement à ce qu'on dit, hein, ça n'empêche absolument pas les oiseaux de venir se servir. Alors ici, on a potentiellement le gagnant. Donc là, on a vraiment un blé qui tient debout, qui n'est pas trop haut. Donc ça ne sera pas trop chiant à récolter. Et d'ailleurs, si je veux utiliser la faux pour récolter, ce sera beaucoup plus simple. Alors ça, ce n'est pas ce qu'on appelle un blé population. Ce n'est pas vraiment un blé qu'on pourrait dire traditionnel de telle ou telle région qui se transmet de paysan en paysan. On est déjà sur une variété qui a été sélectionnée par des sélectionneurs qui ont fait donc des croisements. Donc en prenant par exemple des blés paysans à l'origine, hein. Mais voilà, derrière, on aboutit à une variété un petit peu plus homogène. Et finalement, c'était un petit peu les variétés modernes de l'époque. Mais ça reste une variété, celle-là, qui date à peu près des années 40, d'après ce que j'ai trouvé comme information. Voilà, ça fait partie des premiers blés modernes qui ont été très plébiscités par les paysans. Parce que notamment, bien, il tenait droit et bien d'ailleurs, oui, il tient droit. Et donc là, globalement, on a ce blé-là, donc je vous mettrai le nom. Et il y a également le rouge de Saint-Lô là-bas qui tient debout. Voilà, on a vraiment les deux variétés qui tiennent la route. Et je verrai ensuite à la récolte qui me fait le grain qui me plaît le plus, quoi, entre ces deux variétés-là. Mais peut-être plutôt une préférence en termes de hauteur sur cette variété-là, parce que pour la récolte, c'est plus facile. Par contre, c'est vrai que j'aime beaucoup les blés avec des épis rouges comme ça, quand vous en avez une grande parcelle, c'est très joli. Donc à voir. Alors ça, c'est de l'avoine nue. Donc normalement, c'est de l'avoine nue d'hiver, mais j'ai fait un semis de printemps et visiblement, ça n'a pas trop mal fonctionné. Donc là, c'est la première année, je ne peux pas dire grand-chose là-dessus, on verra à la récolte. Donc on n'y est pas encore. Mais en tout cas, ça me plaît bien, ça n'a pas versé. Sur un semis de printemps comme ça peut être intéressant. Comme c'est de l'avoine nue, potentiellement, on verra hein, ce qu'on obtient à la fin. Potentiellement, il suffit de les écraser en fait, pour faire des flocons d'avoine. Bon, à voir quand même si ça tient ses promesses. Alors les mogettes, eh bien, elles se portent plutôt bien. On voit que ça a bien fleuri, que ça fait des beaux petits haricots là. Donc on devrait avoir pas mal de mogettes. Alors je précise quand même que les mogettes, je continue un petit peu de les irriguer. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont aussi belles, qu'elles ont fait aussi autant de fleurs et autant de gousses. Alors c'est pas énorme en termes de quantité, mais voilà, on avait vu l'année dernière hein, que les haricots, s'il fait sec, après voilà, c'est sec sur pied et puis ça donne rien. Et puis c'est dommage hein, d'implanter une culture pour ne rien ramasser. Donc ici on a un asperceur en bas et un asperceur en haut. Et sachant que, hein, je vous avais montré la dernière fois, j'avais un petit peu irrigué au moment des semis le maïs et les haricots. Et à partir du moment où le maïs en fait est devenu aussi haut que les asperceurs, j'ai arrêté d'irriguer le maïs. Lui n'est plus irrigué là depuis quelques semaines. Mais voilà, j'ai continué de mettre un petit coup aux haricots et on voit que ça vaut le coup. Donc on continuera si jamais il va continuer à faire sec hein, pour que les gousses se remplissent bien. Parce que là, vraiment, avec le nombre de gousses qu'on a, vous comprenez bien que si à partir de maintenant il arrête de pleuvoir, la plante elle ne va pas pouvoir remplir tout le monde là. Donc maintenant il faut continuer d'irriguer s'il le faut, quoi. Donc là encore une fois on est à l'ombre des arbres. Alors juste à ce moment-là, là, le soleil est entre les deux arbres, donc c'est le seul moment de la journée à peu près où il y a du soleil qui passe. Mais sinon, on voit tout de suite hein, que le manque de lumière fait que les haricots ne poussent pas. Alors ça ne les empêche pas forcément de faire des gousses, de fleurir.
Mais en termes de développement foliaire, eh bien, le problème c'est que ça ne couvre pas le sol, alors que les endroits où on a plus de soleil dans la journée, alors là typiquement c'est pas parlant puisque c'est là où vous voyez l'ombre, mais le reste de la journée il y a du soleil, et donc là les rangs sont intégralement recouverts et le sol est protégé, etc., etc. Et c'est ça vraiment qu'on recherche dans une culture de haricots. Alors ici on a un petit test, donc c'était les pigeons qui nous avaient ravagé les maïs ici, donc on n'avait plus rien. Donc j'ai décidé de mettre une petite culture pour essayer là. Donc ça en fait c'est du soja. Alors je précise, ce n'est pas du tout pour le récolter en grains, ce n'est pas vraiment une culture, en fait c'est plutôt en guise de couverture du sol, engrais vert, et par curiosité aussi, puisque c'est une plante que je ne connais pas du tout. Donc j'ai acheté simplement des grains de soja pour l'alimentation qu'on peut trouver en sec, et puis je les ai semés et puis ça pousse très bien. Alors je précise quand même que du coup le soja est une plante qui a besoin normalement de vivre en symbiose avec une bactérie pour prendre l'azote de l'air, etc., un petit peu comme les haricots. Et ces bactéries-là ne sont pas présentes dans les sols européens. La bactérie qui s'associe au soja n'est pas présente, donc normalement il aurait fallu aussi mettre ce qu'on appelle un inoculum. Il aurait fallu inoculer la semence, c'est ce que font les professionnels pour avoir des beaux rendements, et puis aussi se passer d'azote, faire en sorte que la plante finalement produise son propre azote. Donc ici les semences n'ont pas été inoculées, donc là le soja il est surtout en train de récupérer l'azote qui est minéralisé dans le sol. Et comme on l'avait vu, j'avais mis du fumier en début d'année pour faire pousser justement le maïs. Et donc il y a de la minéralisation, donc il faut bien récupérer l'azote. Donc c'est pour ça que malgré tout, le soja il est beau, il est bien vert. Alors sachant qu'à l'origine j'avais acheté ces semences justement parce que je voulais faire un essai. Donc là c'est juste pour couvrir le sol parce que les pigeons nous avaient démoli les maïs. Mais j'avais pour idée de faire cet essai-là, vous voyez. Donc de mettre du soja sous couvert de mon maïs pour justement couvrir un petit peu le sol, faire une petite production de biomasse sous le maïs qui sera restituée au moment de la récolte du maïs au sol. Voilà, alors pourquoi le soja? Parce que c'est une plante donc, que je viens semer au mois de mai. Lorsque le maïs fait déjà 50 cm, en fait, je suis venu donc tracer un sillon et j'ai déposé le soja entre les rangs de maïs. Voilà. Et du coup, au mois de mai, il fait chaud et c'est une plante qui a un développement qui peut être assez rapide. Alors encore une fois, cette année, on a manqué d'eau. Donc normalement, je pense qu'il aurait pu être 2 fois plus gros que ça. Mais en tout cas, il germe à des températures qui peuvent être assez élevées, parfois au mois de mai. Donc il y avait ça. Il y a aussi le fait que c'est une grosse graine, c'est en gros un haricot. Donc c'est facile à semer. Donc j'ai fait cet essai avec du soja et j'ai également ici mis une ligne pour voir ce que ça donne de pois chiches. Donc de la même manière, le pois chiche, c'est pas pour essayer de faire du pois chiche ici en Bretagne, encore moins sous couvert de maïs. C'est pareil, une sorte d'engrais vert qui récupère le peu de soleil finalement qui passe à travers le maïs. Et bien c'est récupéré par une culture que je maîtrise, parce qu'on pourrait aussi se dire ouais laisse les mauvaises herbes, c'est pareil. Oui, non, c'est pas tout à fait pareil. Après, voilà, il peut y avoir une production de graines, il peut y avoir des graminées également qui s'installent, et après, c'est plus difficile à déloger les années suivantes. Là, on est sur une culture annuelle qui, au moment de la récolte du maïs, encore une fois, sera détruite et puis enrichira le sol avec, pareil, un coût de semence qui est assez faible, puisqu'il suffit d'acheter les pois chiches pour la cuisine. Donc au kilo, ça ne revient pas excessivement cher et encore une fois, ça se sème très bien. Donc pour l'instant ça me plaît bien. Alors bien sûr on verra en fin de saison ce que ça donne. Si ça se trouve le soja va entretenir une humidité au pied de mes maïs qui sera défavorable au mûrissement des épis parce que les épis peuvent être assez bas. Le soja peut monter assez haut et sur cette variété de maïs, les épis peuvent être assez bas parfois. Et une année peut-être beaucoup plus pluvieuse, peut-être que le soja se développerait beaucoup trop en fait et créerait des problèmes. Vous voyez, là on est vraiment sur de l'essai en fait. Et vous voyez par exemple ici, on avait eu pareil des dégâts de pigeons qui nous avaient fait une trouée dans les maïs. Et voilà, ça permet aussi du coup de couvrir le sol un petit peu au maximum. Donc on voit là un peu la différence. Donc ça a été semé le même jour entre un... Tiens, toi t'as rien à faire là. Entre un pois chiche, on voit le développement du coup du pois chiche et du soja semé le même jour.
Ça vous permet d'avoir une petite idée. Bon, sachant que l'objectif futur, hein, ce sera plutôt de ne pas avoir de trouée dans le maïs. Hein. Ça, ce serait quand même l'idéal. Hein. Le but quand même, c'était de récolter du maïs. Donc on fera beaucoup plus attention aux pigeons. Alors les betteraves fourragères, eh bien, ça se passe bien. Voilà, aucun problème. Donc c'est de la jaune de Vauriac. Donc ça grossit, tranquille, ça a été éclairci. Et alors ce qu'on peut voir, vous voyez là, les deux lignes qui sont plantées à côté de la haie, eh bien, qu'est-ce qu'elles ont? Eh bien, elles sont beaucoup plus petites. Hein. Voilà, ça fait un peu les Dalton. Hein. Plus on va vers la droite, plus les betteraves sont chétives. Voilà, donc ça, pourquoi? Simplement là, on le voit, le soleil du matin, il arrive tardivement sur ces rangs là le long de la haie. La haie, elle pompe de la flotte dans le sol. Hein. Je peux vous assurer que la haie, elle a déjà tiré des racines dans la culture, hein, puisque j'en ai coupé cette année. Voilà, donc faites attention quand même, hein, quand vous voulez produire des verdures, des salades. Hein, souvent on voit sur internet des personnes qui ont des jardins maraîchers pour produire de la verdure. Vous voyez, oui, regardez, on peut produire de la verdure sous couvert de quelque chose. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais quand on veut commencer à produire des choses qui sont censées accumuler de l'énergie, comme une betterave, hein, et on n'a pas fait mieux pour accumuler de l'énergie qu'une betterave, hein, eh bien, ça accumule rien du tout. Hein. Ça reste chétif et c'est raté en fait. Hein. Ce qui est à droite là, c'est raté, mais bon, c'est comme ça. Cette année, les betteraves étaient à côté de la haie. Alors les lupins, finalement, ça s'est bien passé. Donc là, il va commencer à sécher, j'imagine, puisqu'il a fini de fleurir, il a fait grossir ses gousses. Alors les gousses, on en a beaucoup, elles sont pleines, elles sont belles. Donc on va voir, hein. Après on va voir comment ça se récolte, on va voir qu'est-ce qu'on en fait. Donc c'est du lupin doux. Est-ce que les poules, elles mangent ce truc-là, réduit soit en farine, soit cuit en hiver sur la cuisinière à bois, j'en sais rien, on verra. Mais la culture, après, c'est bien passé. On avait eu des problèmes au début, certainement de la mouche du semis. D'après ce que j'ai compris, c'est très sensible à la mouche du semis. C'est vraiment les premiers stades en fait, de développement du lupin qui sont assez délicats. Et donc on avait des pieds qui séchaient par-ci par-là. Mais au final, les pieds qui ont bien réussi se sont bien étoffés. Et typiquement, c'est une culture qui couvre bien le sol. Hein. Là, on couvre très très bien le sol et qui dure assez longtemps. Bon, au final, ça me plaît bien. Donc on verra, voilà, on verra. Et ici sur les poteaux, vous vous demandez peut-être, donc ça c'est du haricot d'Espagne. Donc le haricot d'Espagne, c'est une espèce, hein, alors ça c'est une variété qui vient d'Italie, mais c'est une espèce qui est différente du haricot commun dont fait partie la Mojette. Néanmoins, il est possible que ces deux espèces s'hybrident. Donc cette année, j'ai pris le risque, hein, on verra l'année prochaine ce qu'il en ressort. Si je me retrouve avec des haricots d'Espagne qui font des fleurs blanches, c'est que c'est un pied hybridé, je l'arracherai. Si je trouve des fleurs rouges dans mes mojettes, c'est que c'est un pied hybridé, je l'arracherai. Bon voilà, ça ne me fait pas trop peur, hein. Le haricot, c'est pas non plus une plante qui s'hybride très facilement. Et puis j'ai beaucoup de mojettes comparé au haricot d'Espagne, donc j'ai quand même pris le risque. Voilà, j'ai voulu utiliser les structures cette année pour faire pousser ça. C'est de la semence qu'on m'a donnée, qui vient d'Italie, et puis je voulais essayer. Donc c'est une variété qui se mange en grains secs, hein, pour les soupes. Ça vient un petit peu des montagnes d'Italie. Alors on peut quand même regarder un petit peu là, les tomates justement. Vous voyez, là on est donc en génération F4, si je ne me trompe pas. Et on voit qu'on a encore une grande variabilité, hein, une grande diversité. Alors moins qu'en génération F2. Mais voilà, on voit par exemple là, on a une tomate qui est plutôt côtelée. Hein, celle-là, par exemple, elle est tellement côtelée qu'elle fait des cicatrices. Enfin, ça, typiquement, ce ne sera pas sélectionné. Hein. Vous voyez, on a des cicatrices un peu partout. Donc celle-ci n'est pas sélectionnée. Et puis on a des tomates un petit peu plus rondes. Elles sont légèrement côtelées, mais avec ici plutôt un petit peu pointues, vous voyez, en dessous. Alors qu'on a des tomates qui sont même creusées en dessous, qui ne seront pas sélectionnées, comme celle-là. Alors celle-là, elle est très côtelée, et en dessous, pareil, elle fait une cicatrice. Et ça, on n'en veut pas, hein, sur le long terme. Donc il y a encore un travail de sélection à faire. Hein. Voilà, donc ça permet de voir un petit peu qu'en génération F4, on a encore une grande diversité de plants. Mais voilà, ça ne nous dit encore rien sur la résistance au mildiou. Donc
Je ne vous le souhaite pas dans votre jardin, mais moi pour le coup j'aimerais beaucoup avoir un petit peu de mildiou, au moins au mois d'août, hein, voilà, qu'on ait du mildiou au mois d'août, pour voir justement si les tomates sont résistantes au mildiou ou non. Voilà, donc je suis le seul jardinier de France à espérer le mildiou, encore une fois, et puis je vous dis à la prochaine.